Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une histoire magistrale de tromperie et de vengeance, qui met en scène notre gentleman cambrioleur préféré, Arsène Lupin, face au piège le plus ingénieux qu'on lui ait jamais tendu. Alors, on entre direct dans le vif du sujet. La question au cœur de ce récit, elle est simple mais redoutable. Comment fait-on pour attraper un homme qui a toujours, mais alors toujours, un coup d'avance? C'est tout le défi de cette histoire. Tout commence sur l'hippodrome de Longchamp. On fait la connaissance de la famille Dugrival, des gens somme toute modestes, et on assiste à ce qui ressemble à un banal crime de rue. Sauf que, bien sûr, avec Lupin, rien n'est jamais ce qu'il paraît. Regardez un peu comment se décompose son génie. Lupin ne se contente pas de voler, non. Il orchestre une véritable petite pièce de théâtre en 5 actes. D'abord, il pique une montre juste pour pouvoir se poser en héros. Ensuite, il gagne la confiance totale de sa victime, Nicolas Dugrival. Et enfin, au milieu d'un chaos qu'il a lui-même créé, il met la main sur le vrai butin. C'est de la manipulation psychologique à l'état pur. Et c'est là que l'affaire prend une tournure vraiment tragique. Pour Nicolas Dugrival, perdre les économies de toute une vie, c'est un coup fatal. Humilié, anéanti, il met fin à ses jours. Et ce qui n'était qu'un vol se transforme alors en une vendetta très personnelle pour sa famille. Et ça, c'est du Lupin tout craché. Quelle audace! Depuis New York, il envoie ce télégramme. Non seulement il nie toute implication, mais il se moque de la police et se fait passer pour le grand bienfaiteur en remboursant la somme. Un coup de pub de génie. Mais c'est précisément cette décision qui va sceller son destin. Mais attention, le piège ne fait que commencer à se refermer. Quelques semaines plus tard, changement de décor. On se retrouve dans le modeste appartement des Dugrival, où un nouveau crime, encore plus déroutant, est sur le point d'arriver. Là, le mystère s'épaissit d'un coup. Madame Dugrival est attaquée et les 50 000 francs ont de nouveau disparu. Mais le plus fou, c'est comment les voleurs se sont-ils échappés. L'appartement est au 3e étage, les voisins et le concierge sont arrivés en quelques secondes. Pas de sortie par le bas, pas de sortie par les toits. C'est un crime en chambre close, un vrai casse-tête. Même le célèbre inspecteur Ganimard est complètement perdu. Son instinct lui souffle que Lupin est derrière tout ça, qu'il est revenu chercher l'argent qu'il avait donné pour jouer les grands seigneurs. Et l'ironie, c'est qu'il a raison de le suspecter, mais pas du tout de la manière dont il l'imagine. Et voilà la grande faiblesse de Lupin. Il ne peut pas résister à une bonne énigme. Un crime que Ganimard et toute la police de Paris ne peuvent pas résoudre, pour lui, c'est une invitation personnelle. Sa curiosité et surtout son ego démesuré le poussent à mener sa propre enquête. Et le voilà qui débarque. Sûr de lui, élégant, il se présente à la porte des Dugrival sous une fausse identité, persuadé qu'il va résoudre ce mystère-là là où tout le monde a échoué. Il se voit déjà en chasseur. Écoutez-moi cette assurance. Ce sont les mots exacts de Lupin à Gabriel, le neveu. Il promet de retrouver le voleur et l'argent sans se douter une seule seconde qu'il est en train de parler à l'un des artisans de sa propre chute. Et là, le couperet tombe. Gabriel l'invite à entrer et à l'instant même où Lupin franchit le seuil, il est poignardé. Le grand enquêteur est devenu la proie. Toute cette affaire n'était qu'une immense mise en scène pour l'attirer ici. Quand Lupin reprend connaissance, tout a basculé. Il est ligoté, complètement impuissant, et il est sur le point d'entendre toute la vérité, de la bouche même de celle qui l'a ruiné. Ces quelques mots de Madame Dugrival, c'est un renversement total du pouvoir. La victime est devenue le bourreau, et Lupin, le grand manipulateur, n'est plus qu'un pion qu'on vient de capturer. Leur plan était d'une précision diabolique. La mort du mari a été le déclencheur de cette soif de vengeance. La plus grosse erreur de Lupin, ça a été de leur envoyer les billets volés dont les numéros avaient été notés. Ça a confirmé sa culpabilité et ça a lancé tout le reste. Le faux cambriolage a été conçu sur mesure pour piquer sa curiosité. Il savait qu'il ne pourrait pas résister. Et alors, comment ont-ils réussi ce crime impossible? Eh bien, c'est là que c'est génial. La blessure de Madame Dugrival, c'est elle-même qui se l'est faite. Les voleurs fantômes, ils se sont échappés par une armoire qui cachait un passage secret vers un appartement voisin loué dans l'immeuble d'à côté. Une tromperie digne de Lupin lui-même. En fait, si on met les deux plans côte à côte, on se rend compte que les Dugrival ont appris du maître pour mieux le dépasser. Le plan de Lupin était public, audacieux, mais son excès de confiance l'a perdu. Le leur était privé, psychologique, et il exploitait justement cet ego de Lupin. Il ne voulait pas seulement de l'argent, il voulait une vengeance totale. Et cette vengeance a un prix. Grâce à des carnets trouvés sur Lupin, Madame Dugrival le force à signer 4 chèques pour un montant total de 120 000 francs.
Non seulement elle a vengé son mari, mais elle a plus que doublé la mise de départ. À ce moment-là, on se dit que l'histoire est terminée. Madame Dugrival part encaisser l'échec, non sans avoir appelé la police pour qu'elle vienne cueillir Lupin. Elle laisse Gabriel monter la garde, un revolver à la main. Pour Lupin, c'est la fin, il n'y a plus d'issue. Mais alors qu'elle s'apprête à l'achever avant de partir, premier coup de théâtre. Madame Dugrival appuie sur la détente et clic. Rien. Quelqu'un a vidé le chargeur. Son plan B, un poignard, tombe à l'eau aussi. L'arme a tout simplement disparu de sa chambre. Le piège, si parfait, est en train de s'effondrer de l'intérieur. Une fois Madame Dugrival partie, la personne qui a tout saboté se révèle enfin. L'adolescent Gabriel coupe les liens de Lupin et lui avoue son vrai secret. Et ce secret change absolument tout. Le neveu Gabriel n'a jamais été un neveu. C'était en réalité Gabrielle, la nièce. Après avoir passé des jours à soigner Lupin, elle n'a pas eu le cœur de le voir assassiner de sang-froid. Sa conscience a été plus forte que le plan de vengeance de sa tante. C'est elle qui a vidé le revolver et caché le couteau. Au final, Lupin s'est fait battre par un plan plus malin que le sien, mais il est sauvé par un acte d'humanité complètement inattendu. Ce qui nous laisse avec une question fascinante. Dans ce jeu d'esprit, qui gagne vraiment à la fin ? Celui qui a le plan le plus brillant ou celui qui a encore un cœur ?